Alors, je vais vous présenter notre intervenant du jour. Donc, je suis très heureuse d'accueillir Antoine Brouez ici. On se connaît depuis longtemps. On vient du même campus, Paris-Saclay. Et donc, Antoine a fait sa thèse à l'Institut d'optique en physique quantique. Ensuite, il est parti aux États-Unis faire un postdoc avec une personne assez prestigieuse, Bill Phillips, prix Nobel de physique depuis, ou il était déjà prix Nobel de physique? Il était déjà prix Nobel. Il était déjà bon choix. Sur la condensation de Bose-Einstein, il est revenu en France où il a intégré le CNRS, où il est au laboratoire Charles Fébry de l'Institut d'optique. C'est un expert de refroidissement, piégeage des atomes, manipulation des atomes. En fait, dans le cours, je vous ai déjà montré plusieurs images de résultats réalisés dans son équipe, qui est tout à fait à la pointe dans la manipulation des atomes pour faire du calcul à la fois analogique et digital. Donc Antoine est aussi fondateur de la société Pascal, que nous avons mentionnée. Il a reçu de nombreuses récompenses, notamment la médaille d'argent du CNRS en 2021, un prix de l'Académie des sciences également. Il a été élu à l'Académie des sciences en 2023. Et l'an dernier, collectivement, ils ont reçu le prix Yves Ricard de la Société française de physique pour la partie innovation, en fait, création de start-up avec ses cofondateurs. Et puis cette année, il vient de recevoir 2 prix en plus d'Amérique du Nord, le prix John Bell qui vient de l'Université de Toronto et le Herbert Walter Award, qui est un prix entre la Société optique américaine et la Société physique d'Allemagne. Donc vraiment un orateur très prestigieux pour vous présenter des magnifiques résultats en physique de la simulation et du calcul quantique. Merci beaucoup Pascal. Bonsoir à tous. C'est un vrai plaisir d'être ici. Je suis vraiment très reconnaissant à Pascal de me donner la chance de complémenter son cours dans un sens, puisque ce que je veux vous parler, c'est un des aspects dont elle a discuté dans le cours d'aujourd'hui, sur les atomes de Rydberg, avec le point de vue, pas tout à fait de l'ordinateur quantique au sens digital, mais le point de vue de la simulation quantique. J'en dirai quelques mots à la fin, où en sont exactement les ordinateurs quantiques, mais Pascal a déjà balayé ça dans les 10 dernières minutes de son cours, donc j'en dirai pas tellement plus, sauf un exemple concret qui sort de chez Pascal. Donc le cadre un peu général du séminaire, c'est de discuter cet assemblage de matière quantique atome par atome, et pourquoi est-ce qu'on essaye de faire ça. Donc, la présentation sera découpée en 3 parties essentiellement. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi est-ce que les gens s'intéressent à la simulation quantique, c'est-à-dire à la fabrication au laboratoire de systèmes quantiques synthétiques pour étudier ce qu'on appelle le problème à n-core. Et puis donc je vais vous montrer un des exemples de simulateurs qui a été développé. Donc c'est quelque chose qu'on a démarré à l'Institut d'optique il y a maintenant une vingtaine d'années avec les travaux pionniers de Philippe Grangier. Et puis, je vous montrerai quelques exemples de simulations concrètes de problèmes à n-core dans des régimes où aujourd'hui la théorie est mise en défi parce que les systèmes sont trop gros et les systèmes à n-core qu'on utilise sont suffisamment compliqués pour que les méthodes numériques usuellement utilisées ne soient pas tout à fait adaptées. En tout cas, pas encore. Alors, démarrons avec le cadre général, donc celui du problème à n-core. Donc c'est un problème qu'on pourrait caractériser de manière alors très lâche, on va dire, comme celui qui s'intéresse à essayer de comprendre le comportement macroscopique d'un ensemble de particules qui doivent être quantiques et qui doivent être en interaction forte entre elles. Donc on part de là, c'est la description microscopique, on essaie de voir comment émergent un certain nombre de propriétés à partir des propriétés microscopiques des interactions entre les atomes. Donc un certain nombre d'exemples tombent dans cette catégorie, l'exemple de la superfluidité. L'exemple de la supraconductivité, c'est vraiment l'exemple iconique qu'on utilise toujours, mais qui est un vrai problème qui toujours résiste encore à une compréhension théorique complète. Le problème du magnétisme quantique également, c'est-à-dire pourquoi est-ce que certains types d'alliages présentent des propriétés magnétiques, d'autres n'en présentent pas, et puis pourquoi est-ce qu'il y a différents ordres magnétiques possibles. Et puis on peut aussi sortir du cadre de la matière condensée, c'est-à-dire celle qui est sur Terre en tout cas, et puis aller dans l'espace et regarder par exemple des étoiles à neutrons qui sont aussi des systèmes fortement corrélés, où les neutrons interagissent dans une mer de Fermi.
Alors, quels sont le genre de questions que les gens se posent? Il y en a plusieurs. La première, c'est quel est l'état fondamental du système, c'est-à-dire quel est le diagramme des phases en fonction des paramètres extérieurs. Est-ce que le système est plutôt supraconducteur? Est-ce qu'il est plutôt conducteur normal? Est-ce que le système est magnétique, paramagnétique, et ainsi de suite? Donc c'est la question du diagramme des phases. Ensuite, il y a une question importante que les gens se posent, c'est qu'est-ce qui se passe quand on place le système hors équilibre? Alors la supraconductivité est un exemple de ça, puisqu'il y a un courant qui se propage dans le matériau, donc ça veut bien dire que c'est une situation hors équilibre. Puis il y a des questions sur la thermalisation du système, c'est-à-dire si on le place hors équilibre, est-ce que ce système revient à l'équilibre, bien que dans un cadre très quantique, il puisse éventuellement être à température nulle, comme les systèmes qu'on réalise. Donc c'est tout le problème de ce qui se passe quand on place le système hors équilibre et qu'on regarde la dynamique qui suit cette mise hors équilibre. Alors, les physiciens, quand ils regardent ces phénomènes, donc qu'on étudie et qu'on observe dans la nature, ils veulent en avoir une compréhension microscopique. Évidemment, une description complète du système est beaucoup trop compliquée. Il y a beaucoup trop d'électrons, beaucoup trop d'ions, beaucoup trop d'atomes, ou éventuellement de neutrons dans ces systèmes. Donc ce qu'on commence par faire, c'est une simplification. Souvent, elle est outrancière, mais enfin néanmoins, on essaie de voir si cette simplification permet d'expliquer les caractéristiques macroscopiques du système. Alors, il y a deux grandes classes de modèles que les physiciens à NCORE aiment bien. Il y a les modèles qu'on appelle les modèles de spin. Alors on prend par exemple des spins 1,5, donc le plus simple c'est des électrons évidemment, mais ça peut être autre chose, qu'on place sur des réseaux. Alors on peut les faire bouger ou pas bouger, d'ailleurs ici ils ne bougent pas dans un premier temps, et puis on va écrire des Hamiltoniens d'interaction entre ces spins. Alors par exemple c'est l'Hamiltonien d'Eisenberg qui est SI scalaire J, qui est important pour comprendre les propriétés ferromagnétiques des matériaux. Quelquefois, on prend des variantes de cet Hamiltonien, par exemple l'Hamiltonien d'Ising, et une variante à, on va dire, une dimension, si vous voulez. Dans le produit scalaire, on ne garde que les composantes ZZ, je vais en redire un mot plus tard. C'est un autre exemple d'Hamiltonien très étudié en physique à NCORE. Il y a un deuxième type de modèle que les gens regardent, et là aussi ce sont des modèles un peu génériques, c'est ce qu'on appelle les modèles de Hubbard. Alors, les modèles de Hubbard sont des modèles dont on pense qu'ils ont, en tout cas dans la version pas la plus simple, la supraconductivité, donc on aimerait bien essayer de comprendre exactement le diagramme des phases de ces systèmes. C'est, disons, la compétition entre deux échelles, enfin de deux phénomènes. Le premier, c'est la possibilité de placer des électrons qui portent des spins, donc, qui peuvent se déplacer au sein d'une structure périodique, exactement comme un réseau cristallin. Donc il y a de l'effet tunnel de site à site, mais ce transport est en compétition avec les interactions lorsque deux électrons, par exemple, ont des spins opposés. Souvent, ils se mettent à interagir fortement, ce qui bloque la présence de deux électrons sur le même site. Alors ça, ce sont des exemples d'Hamiltoniens qui, d'une manière générale, résistent, il y a un grand nombre de particules, à des méthodes numériques un peu standards, dans la mesure où les interactions sont fortes, et la raison pour ça, c'est que la taille de l'espace de Hilbert qui décrit cet ensemble de systèmes, alors par exemple prenons juste un spin 1,5, chacun des spins peut valoir plus ou moins 1, donc il y a deux états, ce qui veut dire que la taille de l'espace de Hilbert, c'est d puissance n. Alors aujourd'hui, le record d'une simulation numérique de l'équation de Schrödinger, qui prend exactement tous ces Hamiltoniens-là, a pu être fait jusqu'à 50 spins. Donc ça, c'est l'état de l'art aujourd'hui. Donc vous voyez qu'on en est très très loin de pouvoir décrire le comportement macroscopique d'un supraconducteur où il peut y avoir 10 puissance 20 électrons. Là, il y en a évidemment beaucoup moins. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que parce qu'on ne sait pas résoudre exactement l'équation de Schrödinger, on ne sait rien dire sur le système. En fait, tout étudiant en physique apprend la physique atomique, la physique du solide, la physique nucléaire, et tout ça, ce sont des exemples de problèmes à NCORE pour lesquels on sait faire un certain nombre d'approximations. Donc ça, c'est le point essentiel. Il y a beaucoup de développements théoriques et numériques qui ont été faits qui permettent de résoudre un grand nombre de situations, mais pas toujours. Il y a des situations où ça ne marche pas, et en particulier celles qui sont représentées ici, et ce sont celles pour lesquelles les approximations usuelles sont soit complètement fausses, soit en tout cas pas très bien contrôlées. Et ça arrive lorsque les interactions dominent très largement toutes les échelles d'énergie du problème, c'est-à-dire en général dominent l'énergie cinétique des électrons ou des particules qui se propagent. Donc c'est ce qu'on appelle le domaine des matériaux fortement corrélés. Alors on pourrait penser qu'en fait tout ça c'est un peu anecdotique puisque finalement c'est pas dans les livres, en tout cas pas dans les livres élémentaires, et en fait pas tant que ça parce que si vous vous amusez à regarder les applications des matériaux fortement corrélés, il y en a en fait un certain nombre qui sont d'intérêt pour nos sociétés. Alors ils sont souvent reliés d'ailleurs à la transition énergétique vers des modes plus électriques. Vous avez par exemple les panneaux solaires qui sont à base de ce qu'on appelle des perovskites, donc qui sont des matériaux fortement corrélés, et une compréhension fine de leur structure microscopique aiderait à, par exemple, fabriquer des matériaux, ou en tout cas ingénierer des matériaux qui auraient une efficacité quantique plus élevée.
Il y a tout le problème de la catalyse, qui est un problème compliqué, qui en plus est un problème hors équilibre, et qui souvent fait intervenir des complexes qui sont des matériaux fortement corrélés également, donc c'est d'intérêt industriel important. Et puis là encore, il y a dans les batteries de voitures ou de ce que vous voulez, il y a les réactions chimiques aux bornes des électrodes qui impliquent aussi en général des composés à base de lithium, et qui sont aussi des matériaux fortement corrélés. Donc là encore, on espère qu'avec l'intuition qu'on développe sur des modèles qui sont beaucoup plus simples au laboratoire et sur les systèmes synthétiques, on va pouvoir un jour regarder de manière plus sérieuse et améliorer certains de ces matériaux. Voilà. Alors donc, comment est-ce qu'on fait quand, devant cette difficulté, donc, on ne sait pas faire de traitement théorique exact, les méthodes numériques sont jusqu'à présent limitées. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne sait rien faire. En fait, sur les dernières décennies, et en particulier les 4-5 dernières années, en particulier au Collège de France, il y a le groupe d'Antoine Georges, qui développe des méthodes numériques absolument spectaculaires qui permettent de faire progresser les résolutions de ces systèmes. Alors ça, c'est une des approches. Améliorer les approches numériques, et puis il y a une autre approche qui est d'aller au laboratoire et d'essayer de construire un système qui est directement piloté par l'hamiltonien modèle que vous voulez regarder. Donc ça, c'est l'approche qu'avait suggéré Feynman, donc il y a maintenant quasiment 50 ans en fait, qui consiste à fabriquer donc, ce qu'on appelle un système quantique synthétique, c'est-à-dire la réalisation au laboratoire du système à n-core que vous voulez regarder, et ça a deux vertus, cette affaire. La première, c'est qu'en principe, on peut avoir une plus grande programmabilité ou une variabilité contrôle sur les paramètres du système. Par exemple, vous pouvez essayer d'allumer ou d'éteindre l'interaction, ce qui évidemment est très difficile à faire dans un matériau solide. Vous n'allez pas éteindre l'interaction de Coulomb entre des électrons, elle est toujours là, donc on a plus ou moins à faire avec elle. La géométrie également, souvent, les propriétés macroscopiques dépendent de la structure cristalline et de sa géométrie, donc là on pourrait la varier à dessein. Ça, c'est le premier aspect. Et le deuxième aspect, c'est que comme on a accès, je vais essayer de vous montrer comment, au laboratoire, à des sondes qui sont assez différentes de ce qu'on est habitué en matière condensée, ça permet d'aller accéder à des propriétés qui sont soit difficiles à mesurer en général en matière condensée, et de toute façon qui sortent du cadre traditionnel des méthodes que les gens ont en tête. Donc, par exemple, placer le système hors équilibre, c'est quelque chose qui n'est pas toujours facile à faire en matière condensée. Et donc, en général, quand on a un problème et qu'on le regarde sous plusieurs angles, ça donne des idées pour progresser. Alors, tout ce domaine-là, c'est celui qu'on appelle le domaine de la simulation quantique, même si on pourrait discuter si c'est le bon mot à utiliser, en tout cas, c'est le mot canonique. Il conduit à des incompréhensions quand on discute de ça avec des spécialistes, mais peu importe. En tout cas, c'est le mot canonique qui est utilisé, et les machines s'appellent des quantum simulators, donc ce sont des expériences de physique essentiellement. Voilà, alors le point important dans tout ça, c'est que c'est l'émergence en fait d'une sorte de nouveau domaine de recherche qui est en fait à la confluence entre la matière condensée un peu traditionnelle et puis le domaine de l'information quantique au sens large, tel que Pascal vous l'a décrite. Donc ça fait intervenir l'intrication, ça fait intervenir les interférences quantiques, des choses qu'on ne voit pas tellement dans les bouquins de matière condensée, mais qui sont des concepts intéressants pour décrire la matière fortement corrélée. Donc tout ça, c'est en train de se créer. Donc où ça va, c'est comme tout ce qui se crée, on ne sait pas très bien, mais enfin, en tout cas, le corpus d'informations qu'on acquiert sur ces systèmes devient vraiment significatif. Alors, pour faire ça, évidemment, il faut des systèmes, et là, j'en flash juste 4. Pascal en a décrit un certain nombre, d'ailleurs quasiment tous, dans ses cours. Ça va des ions piégés, donc ça c'était le cours d'aujourd'hui, des atomes qu'on peut placer dans des réseaux optiques, et des atomes qu'on peut placer dans des matrices de pinces optiques. Alors ça, c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. On va dire que les deux systèmes sont un peu complémentaires. L'un, par exemple, va être très adapté à l'étude des systèmes de Hubbard, Fermi-Hubbard, que je vous ai décrit tout à l'heure. Il y a ensuite les systèmes à base de supraconducteurs, et puis il y a les systèmes à base de photons, sur lequel l'essentiel de ce cours porte. Alors le point important, et ça Pascal l'a évidemment mentionné dès son premier cours, c'est qu'aujourd'hui, tous ces systèmes, alors à l'exclusion pour l'instant des atomes dans les réseaux optiques, je crois, ont conduit à des startups. Et le point clé, qui est vraiment important à garder en tête, c'est qu'aujourd'hui, l'état de l'art sur toutes ces plateformes, c'est plus dans les laboratoires académiques, c'est dans les startups. Parce que c'est le seul endroit où on a mis les moyens financiers et humains suffisamment importants, après les démonstrations de principe dans les laboratoires, pour pouvoir maintenant avoir les performances qu'on a sur ces systèmes. Ce qui ne veut évidemment pas dire que la recherche fondamentale n'a plus son mot à dire, au contraire. Elle a encore plus son mot à dire pour essayer de développer les nouvelles technologies, les nouvelles idées, et essayer de simplifier les approches actuelles. Bien.
Pourquoi est-ce que j'ai choisi ces 5 systèmes? Pascal l'a détaillé, hein, essentiellement parce que ce sont des systèmes qu'on appelle scalables, donc ça c'est le barbarisme qui permet de dire qu'on peut en mettre beaucoup tout en gardant le contrôle. Donc typiquement, sur chacune de ces plateformes, on pense pouvoir atteindre plusieurs milliers d'atomes. Ils sont aussi adressables, donc l'adressabilité veut dire qu'on a un contrôle local sur les atomes, enfin sur les particules en tout cas qu'on manipule. Et ça, c'est deux points importants. Premièrement, on peut faire des rotations, donc des portes locales sur les atomes, et deuxièmement, on peut mesurer localement leur état. Donc ça, c'est aussi un point essentiel, parce que ça nous permet de construire des observables très importantes pour la caractérisation des systèmes à n-corps, qui sont les fonctions de corrélation. Alors si par exemple on regarde les fonctions de corrélation de spin, hein, c'est se dire si j'ai un spin up à un endroit donné, quelle est la probabilité d'avoir un spin up à un autre endroit, et ça caractérise certaines propriétés du système à n-corps, j'en reparlerai en tout cas quand c'est des systèmes de spin. Et puis, je l'ai déjà dit, il y a une certaine programmabilité, c'est-à-dire qu'on peut varier plus ou moins comme on souhaite la géométrie et les interactions entre les atomes. Voilà, et donc ce dont je vais vous parler, moi, c'est essentiellement ça, donc les atomes dans des matrices de pince optique, et je vais vous détailler ça un tout petit peu plus. Mais c'est un bon moment pour vous présenter donc, notre groupe à l'Institut d'optique. Donc c'est un groupe de taille, on va dire, un peu standard pour un groupe d'atomes froids. Vous en avez plusieurs projets, comme je vais le dire. Donc nous sommes 3 permanents, donc il y a Igor qui est le plus jeune dans le groupe, Thierry qui est donc directeur de recherche dans le groupe, et puis moi, et puis donc une équipe d'étudiants et d'étudiants en thèse et de postdoctorants d'un peu toutes de très nombreuses nationalités. Le point essentiel, c'est que aujourd'hui, et ça Pascal l'a aussi montré dans son cours, on est expérimentateurs, nous, vraiment, et on est obligé de tout faire en collaboration avec les théoriciens. Les problèmes qu'on regarde sont des problèmes vraiment ardus, sur lesquels, pour certains, sont des problèmes ouverts depuis 60 ans en théorie. Donc on a besoin de tout faire en collaboration avec les théoriciens pour déjà avoir l'idée du problème à regarder, le prendre par le bon bout, faire des simulations et ainsi de suite. Donc vous voyez qu'on collabore avec un grand nombre de théoriciens, ça c'est ceux avec lesquels on a collaboré sur les 2-3 dernières années, donc vous voyez que c'est un peu important. Alors pour ceux d'entre vous que ça intéresse et qui sont à ce stade-là, on recherche des postdocs, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Donc avec ce groupe de, en gros, une quinzaine de personnes, on a 3 expériences qui explorent différents aspects du problème à n-corps. Alors il y a celui dont je vais vous parler aujourd'hui, hein, donc les matrices de pince optique et la simulation quantique. On a 2 autres projets qui regardent un problème un peu différent, où on prend des ensembles atomiques, donc ce sont des atomes froids, toujours chez nous, refroidis par laser, comme l'a décrit Pascal, et puis on envoie de la lumière dessus. Donc cette lumière, elle vient induire des dipôles, et si le milieu est suffisamment dense, ces dipôles peuvent interagir fortement, et donc la manière dont ils diffusent la lumière est affectée par les interactions entre ces dipôles. Donc ça conduit à étudier des interactions collectives, avec des applications d'ailleurs en technologie quantique, par exemple pour les mémoires quantiques. Igor a démarré il y a maintenant 4 ans donc une expérience qui regarde ce genre de physique, qu'on étudie là sur des ensembles denses, en utilisant les techniques de manipulation d'atomes individuels qu'on a développées dans le cadre des atomes de Rydberg. Voilà, donc ce dont je vais vous parler, c'est le complément de ce dont a parlé Pascal, qui sont ces matrices d'atomes de Rydberg. Alors, je vais essayer de vous décrire un tout petit peu plus comment ça fonctionne, sans rentrer dans tous les détails. On pourrait passer juste l'heure complète à détailler comment est-ce qu'on assemble cette matière, donc là ça va être très bref. On part de ce qu'on appelle une pince optique. Donc ça, Pascal vous a dit ce que c'était. Donc essentiellement, on prend un faisceau laser, et ce faisceau laser, on le focalise le plus qu'on peut. Alors c'est un faisceau laser standard, il a juste pas trop loin d'une résonance atomique, mais enfin quelques milliwatts de laser, hein, donc comme le pointeur que j'ai dans ma main. Nous, il est rouge, en l'occurrence, donc 800 nanomètres. On focalise ça sur typiquement 1 micromètre, donc en prenant une lentille de grande ouverture numérique ou un objectif de microscope. Chez nous, il est placé sous vide, mais enfin, il y a différentes manières de faire. Et puis, vous êtes obligé d'admettre, mais ça Pascal vous a aussi montré que c'était le cas, que là où l'intensité est la plus forte, en fait, ça constitue un minimum d'énergie potentielle du mouvement externe des atomes. Et par conséquent, c'est là que les atomes vont avoir tendance à aller se positionner. Alors, si on regarde ça, donc on a un foyer, une intensité qui varie sur à peu près 1 micromètre, mais la profondeur de la pince qu'on réalise ainsi, c'est uniquement 1 millikelvin, donc on est obligé de partir d'un nuage d'atomes froids, et là on utilise toutes les techniques précisément de piège magnéto-optique que Pascal a introduit dans son cours. Alors, la chose intéressante, c'est qu'en même temps qu'on réalise ce refroidissement d'atomes avec laser, donc là on a une autre paire de lasers, alors on a effectivement les 6 faisceaux laser dont vous a parlé Pascal, qui refroidissent les atomes pour créer une sphère, une petite boule de quelques millions d'atomes qui va servir de réservoir pour charger la pince optique.
Ces lasers font fluorescer les atomes et donc on peut collecter cette fluorescence sur une caméra. Donc ici, il y a deux jeux de laser. Il y a le laser qui assure le refroidissement, il est résonnant avec une transition atomique, fait fluorescer les atomes. Et puis il y a un laser qui assure le piégeage, qui lui n'est pas résonnant et n'induit pas de fluorescence, mais a quand même un effet dispersif qui est l'effet de piégeage. Donc tout ça, ça a démarré en fait dans les années 2000. C'est Philippe Grangier à l'Institut d'optique qui, le premier, a montré qu'en utilisant cette configuration, on pouvait piéger un seul atome dans ce piège, dans cette pince. La raison pour ça, c'est que s'il y a deux atomes, il y a une collision très violente entre les deux en présence de lumière qui les expulse tous les deux. Donc en principe, on n'a plus qu'un atome qui reste dans la pince. Voilà, alors si maintenant on veut avoir beaucoup d'atomes, ce qu'on fait, c'est qu'on place sur le chemin du faisceau laser qui vient créer le piège un élément diffractif. Exactement comme les voilages dans votre salon ou séjour, peu importe, et si vous regardez le lampadaire dans la rue, si vous avez un lampadaire dans la rue pas loin, vous allez voir ces taches de diffraction à travers le voilage. C'est exactement ça qu'on fait ici. On vient placer un élément diffractif. Chacun des points de diffraction constitue un piège. Et comme cet élément ici, c'est un modulateur de phase spatiale basé sur des cristaux liquides, on peut arranger la phase comme on veut, donc écrire une phase et avoir ici la figure de diffraction de cette phase. Et de cette manière-là, on peut créer des géométries dans lesquelles on va placer les atomes. Alors ces géométries peuvent être à une dimension. Donc là maintenant, ce que je vous présente, ce sont des images de fluorescence obtenues sur la caméra d'à peu près 200 atomes qu'on a assemblés en ligne, qu'on peut assembler en cercle. On peut les assembler donc sur ces géométries carrées, géométries triangulaires. On peut même les assembler à 3 dimensions. Donc ça, c'était juste pour le fun. On avait fait une tour Eiffel d'à peu près 125 atomes. Et plus intéressant pour la physique, il y a ces configurations à 3 dimensions là, qui ressemblent un peu à des fulérailles. Voilà, donc ça c'est ce qu'on a mis en place. Donc vous voyez les dates, Philippe Grangier 2000, on a continué à travailler et tout le monde continue à travailler 25 ans plus tard essentiellement sur améliorer et faire grossir la taille de ces systèmes. Donc aujourd'hui, par exemple, la société Pascal sait manipuler 1 millier d'atomes, donc là vous avez à peu près 1024 atomes, et l'état de l'art est à peu près là, 1000-2000 assemblés dans des matrices. Et puis on espère bien que d'ici assez rapidement, on devrait pouvoir atteindre 10 000, voire peut-être 100 000, mais ça c'est un peu plus hypothétique. Alors, quels sont les atomes qu'on utilise? Ceux qu'on utilise, nous, au laboratoire, ce sont les atomes de rubidium. Donc, c'est un élément de la première colonne de la classification périodique qu'on aime bien en refroidissement laser parce que les lasers sont relativement faciles, pas trop chers, encore que ça faudrait modérer. Et puis, surtout, ils se comportent un peu comme un atome d'hydrogène. Il y a un seul électron externe, donc beaucoup d'intuition, surtout sur les Rydberg, peut venir directement de l'atome d'hydrogène. Alors, sur cette classification périodique, tous les atomes qui sont entourés sont des atomes qu'on a refroidis par laser, et tous ceux qui sont entourés en rouge sont en plus ceux qu'on a mis dans des pinces optiques. Donc on s'est piégé un à un, donc vous avez essentiellement tous les alcalins sauf le francium et l'hydrogène, le strontium qui est très populaire également, et puis plus récemment, vous avez le dysprosium et l'herbium. Le dysprosium, c'est Igor à l'Institut d'optique qui a fait ça, et donc l'ytterbium est aussi un autre choix populaire. Voilà, donc maintenant on dispose de notre ensemble, notre matière dans un sens, sauf que pour l'instant il n'y a rien qui interagit. C'est-à-dire que vous avez ces atomes, image de fluorescence, un atome par site, donc ça vous voyez directement l'image d'un atome et vous la voyez exactement comme je vous vois, c'est-à-dire que la lumière est réfléchie, le laser est réfléchi sur les atomes, qui la diffuse et la renvoie vers la caméra. Donc c'est quasiment voir au sens le plus strict du terme ce que c'est qu'un atome. Simplement, les pinces optiques, et donc les atomes, sont séparés de quelques micromètres. Donc à quelques micromètres, des atomes, ça n'interagit pas. Il faut les placer à une distance de l'ordre de leur taille. Et puis par ailleurs, ils sont dans des pinces relativement profondes quand même, donc ils ne peuvent pas sauter d'une pince à l'autre. Il n'y a pas de transport. Okay, donc il faut trouver une manière de les faire interagir. Et donc ça, ce sont des idées qui sont apparues au début des années 2000 et qui ont quand même mis quasiment 10 ans à émerger au laboratoire, où on vient les porter dans ces états de Rydberg. Donc les états de Rydberg, ce sont ces états qui sont proches du continuum, c'est-à-dire des états très excités de l'électron, qui correspondent classiquement à ce modèle de l'électron qui orbite très loin du noyau et du nuage électronique. Très loin, ça veut vraiment dire très loin. En fait. Ça peut vouloir dire une centaine de nanomètres, voire plus. En fait, j'aime bien cette image que j'ai trouvée dans une thèse d'un étudiant, d'un collègue en Allemagne, où il compare le rayon classique de l'électron, là, dans son atome de Rydberg, à la taille d'objets biologiques. Vous voyez que pour des nombres quantiques principaux autour de 50, qui sont 60, qui sont typiquement ceux qu'on utilise au laboratoire, eh bien, le rayon de l'orbite, en fait, c'est la taille d'un virus.
Et si vous arrivez à n égale 100, vous avez une taille typique de l'ordre du micromètre, donc c'est quasiment la taille d'une petite bactérie. Donc ce sont vraiment des objets qui sont colossaux. Alors ça va avec des contreparties, hein, c'est qu'ils sont fragiles et sensibles au champ électrique, mais enfin en tout cas, ça nous permet d'accéder à deux propriétés intéressantes. La première, c'est que quand on est dans un état de Rydberg, la durée de vie dans cet état est beaucoup plus longue que si on est dans un état de basse énergie, parce que là on va se désexciter en quelques dizaines de nanosecondes vers le fondamental, tandis que là on peut rester plus de 10 puissance 4 fois plus longtemps dans l'état excité. Alors ça paraît pas beaucoup, hein, ça fait une centaine de microsecondes, mais vous allez voir dans un instant qu'en fait c'est suffisant pour faire des choses intéressantes. Et puis la deuxième chose importante, c'est comme la charge plus et la charge moins sont très séparées, ben, il y a un dipôle. Ce dipôle, il varie comme le carré du nombre quantique principal, donc ce dipôle qui sont assez colossaux. Et la conséquence de ça, bien sûr, c'est que les atomes vont pouvoir interagir très violemment, même à des distances importantes. Donc typiquement, si vous prenez des distances de l'ordre de la dizaine de micromètres, l'énergie d'interaction exprimée en mégahertz, je vais vous voir pourquoi je fais ça, en mégahertz, c'est de l'ordre de 1 à 10 mégahertz. Donc j'ai exprimé ça en mégahertz parce que ce que ça vous dit, c'est que l'échelle de temps associée à l'énergie est inversement proportionnelle à ça, donc elle est inférieure à la microseconde. Donc ça veut dire que si vous voulez regarder de la dynamique qui est pilotée par les interactions, elle va avoir lieu sur une échelle sub-microseconde, alors que la durée de vie des atomes, c'est la centaine de microsecondes. Donc la séparation de ces échelles de temps, elle est vraiment importante parce qu'elle vous permet de regarder de la physique essentiellement cohérente, sans trop de décohérence, au sens où Pascal l'a défini, grâce à cette grande séparation. Bien. Alors, ça, c'était des propositions qui datent de 2000, et en fait, il a fallu attendre 2009 en fait, pour réaliser expérimentalement ça. Donc, c'est le groupe de Mark Sassman aux États-Unis et notre groupe à l'Institut d'optique qui avons montré qu'on peut contrôler cette interaction juste avec deux atomes. Et donc, c'était la première fois qu'on regardait quelque chose de cohérent induit par les interactions. Et donc ça a fait complètement exploser le domaine, puisqu'aujourd'hui, des expériences qui sont un peu basées sur ce que je vais vous raconter ou que je vous ai déjà dit, il y en a plus de 300 en construction au monde, hein, donc c'est vraiment considérable. Ça, c'est pour celles que je connais. Hein. Il y en a une cinquantaine en Chine, enfin une centaine aux États-Unis, enfin, c'est vraiment colossal. Et les gens explorent avec ça, il faut vraiment voir ça maintenant comme une plateforme, différentes routes. Hein. Il y a ceux qui regardent l'aspect simulation quantique, comme je vais vous décrire, ceux qui regardent plus l'aspect ordinateur quantique digital, j'en dirai un mot à la fin, et puis vous pouvez faire de la métrologie avec ça, utiliser chacun de ces atomes comme une petite horloge atomique, vous pouvez les utiliser comme interface lumière-matière, comme c'est un peu exploré au Collège de France ici par Alexa Yurjoumtsev. Voilà. Alors, quelque chose aussi que, encore une fois, Pascal a mentionné et que j'ai redit au début, c'est que depuis en gros 5-6 ans, ces travaux de laboratoire donc, ont mis quand même une vingtaine d'années à émerger. Hein, ça, c'est vraiment important de garder ça en tête. Les startups, elles existent parce qu'il y a des gens qui font des choses dans les laboratoires avant. Ces startups, donc, quand on a démarré Pascal, je pense que c'était la même motivation pour Pascal, justement, pour Candela, il y avait deux aspects. Le premier, c'était l'aspect d'ingénierie. C'est-à-dire il y a des choses qu'on ne sait plus faire dans un laboratoire dès lors que ça devient trop technique, hein, en termes de moyens humains et financiers. C'est prendre le bazar plein de fils là, qui est au labo et mettre ça dans une jolie boîte. Et on espère évidemment que ce qu'il y a dans la boîte, qui est construite par des ingénieurs, marche mieux que ce qu'on sait faire au laboratoire. Donc là, maintenant, on en est là. Hein. Aujourd'hui, les machines de Pascal, même si elles sont moins flexibles que celles du laboratoire, elles ont sur des performances bien spécifiques les meilleures performances que ce qu'on sait faire au labo. Donc de ce point de vue-là, le pari est gagnant. Et la deuxième chose, c'était qu'il y a une grande question qui est, et ces machines, qu'est-ce qu'on va en faire, à quoi vont-elles servir? Donc la question est encore ouverte, mais on explore. Et la meilleure manière d'explorer, c'est d'essayer. Et donc de parler avec des gens qui sont susceptibles de les utiliser. Donc c'est ça que Pascal a fait dès le début et que toutes ces startups font, hein, donc essayer de regarder est-ce qu'on peut les utiliser pour des problèmes comme ici, problème de chargement électrique, je leur dirai un mot à la fin, mais Pascal l'a déjà mentionné, des applications en finance, des applications en machine learning, enfin il y a des tas d'applications auxquelles on peut songer, je vous en dirai un peu plus tout à l'heure. Voilà. Alors maintenant, dans à peu près demi-heure qui reste, je vais essayer de vous montrer quelques exemples de simulations qu'on a réalisées au laboratoire, et puis également Pascal, et vous allez voir qu'on atteint quand même un stade de sophistication assez important maintenant. Alors tous les exemples que je vais vous montrer seront des exemples qui vont tourner autour de la physique des spins, hein, donc ce ne sera pas le modèle de Hubbard, pour l'instant ça c'est plus difficile à faire avec ces machines, encore que Pascal a réalisé quelques démonstrations récemment. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de modèle de spin? Parce que ce sont les modèles qui sont naturellement réalisés par ces machines. C'est-à-dire si vous prenez deux atomes, je vais en dire un peu plus dans un instant, mais de Rydberg, donc ils interagissent, et ils peuvent interagir essentiellement de deux manières. Première interaction, c'est ce qu'on appelle l'interaction de Van der Waals, qui est une interaction en 1 sur R6,
Et ça réalise automatiquement des Hamiltoniens de type Hamiltonien d'Ising. C'est-à-dire qu'il faut voir maintenant la matrice d'atomes comme un ensemble de spins ennemis, et vous allez voir comment est-ce qu'on fait le codage. Alors ça, ce sont des applications. Le modèle d'Ising, c'est le premier Hamiltonien de spin qu'on apprend quand on est étudiant en physique. C'est le modèle qui permet d'expliquer la transition ferro-para de la manière la plus simple possible. Et puis il y a un deuxième type d'interaction qui est l'interaction dipôle résonante. Je vais en dire un peu plus, mais enfin essentiellement, c'est l'interaction où quand on a un spin-up et un spin-down, cette interaction peut conduire à un échange de l'état de spin. Donc c'est une interaction d'échange entre les deux avec un scaling qui varie en 1 sur R cube, donc dipolaire. Et donc ça, c'est un modèle qu'on aime bien utiliser en physique pour, par exemple, décrire des situations où il y a du transport. Parce que vous imaginez tous les spin-down, par exemple, vous en mettez un up et vous regardez comment cette interaction permet de propager ce spin que vous avez basculé, de propagation qui peut se faire de manière quantique. Voilà, alors, donc ça, ce sont des modèles qui, encore une fois, sont un peu la drosophile des physiciens à N-corps. Vous savez, les biologistes, ils aiment bien la drosophile pour faire de la génétique, c'est facile, ça ne vit pas trop longtemps, mais assez longtemps pour faire des études, et ainsi de suite. Bon, bah, les modèles de spin, c'est un peu pareil. C'est le modèle de base, on sait que c'est outrageusement simplificateur, mais néanmoins, c'est un problème générique du problème à N-corps, avec lequel on peut utiliser des tas de questions qui lui sont reliées. Donc, par exemple, les transitions de phase quantique, la dynamique hors équilibre, est-ce que les systèmes thermalisent, on peut introduire un grain de topologie pour essayer d'explorer la matière topologique. On peut regarder, parce qu'on sait la mesurer, dans certains cas en tout cas, les propriétés d'intrication dans ces systèmes. Voilà. Alors, premier exemple donc, essayons de faire le lien entre ces atomes qui interagissent avec une interaction de Van der Waals et puis le modèle d'Ising. Comment est-ce que ce lien se fait? Donc je prends deux atomes, qui sont des objets neutres évidemment, comme deux objets neutres, ils interagissent par une interaction qu'on appelle l'interaction de Van der Waals, qui est exactement celle qu'on apprend dans les cours de chimie. Ces deux particules vont interagir avec un potentiel en 1 sur R6, et c'est ça qui conduit à la création de molécules. Cette interaction, elle est donc complètement générale pour deux particules qui sont dans le même état quantique. Donc c'est une interaction en C6 sur R6, même quand les atomes sont en état de Rydberg. Alors ce qui rend les atomes de Rydberg particulièrement intéressants pour ce qu'on veut faire, c'est que le coefficient C6 ici, il varie comme la 11e puissance du nombre quantique principal. Donc il n'y a pas beaucoup de lois de physique qui varient aussi violemment, ça c'est un exemple, il y a l'exponentielle et il y a ça. Donc n puissance 11, ça veut dire que vraiment l'interaction, on peut l'allumer et l'éteindre. Parce que si vous êtes dans l'état fondamental pour des atomes de rubidium, n égale 5, si vous les placez dans l'état de Rydberg, par exemple n égale 50, qui est tout à fait standard, ben vous avez augmenté la force de l'interaction de 100 milliards. Donc ça veut dire que deux atomes à quelques micromètres qui n'interagissent pas, d'un seul coup se mettent à interagir, puis si vous les redescendez, ils arrêtent d'interagir. Donc l'interaction est contrôlable, on peut l'allumer et l'éteindre. Alors si on veut décrire ça par un Hamiltonien, qu'est-ce qu'on va écrire? On va écrire un Hamiltonien qui conduit au fait qu'il y a une énergie d'interaction si les deux atomes sont dans l'état de Rydberg. S'il n'y en a qu'un des deux, ce n'est pas assez fort, et si les deux sont dans le fondamental, il n'y a pas d'interaction. Donc on va écrire une interaction C6 sur S6 fois N1, N2 qui compte si l'atome est dans le fondamental ou dans l'excité. Donc s'il est dans l'état Rydberg, n égale 1, s'il est dans le fondamental, n égale 0, donc vous voyez qu'il faut que n1 égale n2 égale 1 pour que les atomes interagissent. Donc ça réalise en fait exactement un Hamiltonien de type Hamiltonien d'Ising, c'est-à-dire un Hamiltonien sur lequel il y a une différence d'énergie pour deux configurations de spin. Ou bien ils sont tous comme ça, ou bien il y en a un qui est vers le haut, ou les deux sont vers le haut. Voilà. Alors, revenons en pratique à comment est-ce qu'on réalise ça. Donc on dispose d'une matrice d'atomes, on va envoyer des faisceaux laser pour créer l'excitation Rydberg. Alors bon, là on utilise toute la plomberie que les gens ont développée sur 30 ans de manipulation d'atomes froids, incluant ce que Pascal vous a expliqué tout à l'heure, les problèmes de pompage optique. Donc on démarre d'atomes préparés dans des états hyper fins, fondamentels, parfaitement bien définis. On sait faire ça avec 99,9% de fidélité. Et puis là, on envoie nos faisceaux laser. Alors nous, on en envoie deux qui sont désaccordés par rapport à une transition atomique, donc un bleu, un rouge. Donc ça fait une transition qu'on appelle à deux photons. Et là, je vais outrageusement simplifier ça en disant bon, j'ignore la plomberie qui en fait occupe les gens au laboratoire l'essentiel du temps et brûle une bonne partie de notre budget quand il faut construire les manips. On va juste dire ça, c'est une flèche qui couple l'état fondamental que je vais appeler spin down avec l'état excité que je vais appeler spin up, qui est mon état de Rydberg. Et l'amplitude de cette transition, ici, c'est la fréquence de Rabi qui varie comme la racine de la puissance laser, ou une autre manière de le dire, comme la racine du nombre d'euros, parce que la puissance laser, en général, est reliée au prix du laser.
Alors, si maintenant j'essaie d'écrire l'hamiltonien de tout ce système éclairé par des lasers, il y a l'action du laser, donc l'action du laser avec une fréquence de Rabi oméga qui va prendre l'hamiltonien de spin down, l'atome du spin down vers le spin up, donc ça c'est décrit par la matrice de Pauli sigma x, c'est celle qui flippe le spin. Il se trouve que si le laser n'est pas exactement résonant, ça je ne vous explique pas pourquoi, mais enfin, vous avez un autre terme qui varie ici comme delta, le désaccord en fréquence, que multiplie la matrice de Pauli sigma z. Et puis, si vous avez plusieurs atomes dans l'état de Rydberg, vous avez le terme d'interaction spin-spin qu'on a introduit au transparent d'avant. Donc vous voyez que cet ensemble d'atomes pilotés par des faisceaux laser, il est strictement équivalent à un ensemble de spin ennemis, donc là, un ensemble mathématique de spin ennemis figé sur votre feuille de papier, si vous voulez, qu'on aurait placé dans un champ magnétique longitudinal et un champ magnétique transverse. Donc le champ transverse, c'est le laser, le champ longitudinal, c'est la fréquence du laser par rapport à la transition atomique, et puis qu'on aurait soumis une interaction façon interaction d'Ising, donc cette interaction spin-spin. Donc c'est ça le point clé de tout ce qu'on essaie de passer nos journées à faire au laboratoire, c'est ces espèces de correspondances du modèle mathématique qu'on veut regarder à ce qu'on sait réaliser au laboratoire. Donc au laboratoire, avec nos atomes, il n'y a pas de champ magnétique qui réalise le champ magnétique longitudinal et transverse. Ce sont des lasers. Il n'y a pas de vrai spin. Ce sont des états atomiques de l'électron autour du noyau. Mais l'ensemble mathématique est exactement le même, et comme les mêmes équations doivent conduire aux mêmes solutions, c'est comme ça qu'on fait cette correspondance. Voilà, et donc le point intéressant ici, c'est que bien sûr, on peut contrôler les paramètres pour le coup, parce qu'on peut contrôler la puissance laser, donc la fréquence de Rabi, on peut contrôler le désaccord, et on peut contrôler en choisissant l'état de Rydberg, le C6. Donc on peut passer d'une configuration où l'interaction est négligeable au cas où l'interaction domine. Alors, essayons de prendre le cas le plus simple. On va prendre un carré, donc un réseau carré à 2 dimensions, et on va essayer de préparer son état fondamental. Alors pour faire ça, on utilise quelque chose qui est très utilisé dans toute cette communauté de gens qui réalisent, qui jouent avec ces systèmes à n-core, c'est ce qu'on appelle une préparation adiabatique. Donc l'idée est la suivante. Vous voulez préparer l'état à n-core associé à l'hamiltonien d'Ising. Et ce que vous allez faire, vous allez rajouter un hamiltonien que vous savez contrôler. Et vous faites en sorte que cet hamiltonien initialement domine. Donc je vais mettre devant un paramètre lambda qui peut varier essentiellement de 1, de quelque chose beaucoup plus grand que 1 à quelque chose qui tend vers 0. Donc quand c'est 0, vous avez l'hamiltonien que vous voulez préparer, et quand vous avez lambda qui domine, c'est l'hamiltonien facile à préparer et à réaliser au laboratoire, et dont vous savez calculer l'état fondamental et le préparer, dont vous partez. Donc essentiellement, on part de ça, et puis on va varier lentement le paramètre lambda de manière à passer de ce qu'on sait initialiser facilement au cas qui nous intéresse, qui est l'état fondamental de l'hamiltonien de Ising. Et si on fait ça lentement, c'est-à-dire qu'on n'excite pas le système durant cette transition adiabatique, on prépare l'état fondamental de l'hamiltonien d'Ising. Alors, expérimentalement, comment est-ce qu'on fait ça ? Chez nous, le lambda, en fait, ça correspond simplement aux paramètres du laser. Donc on peut varier la puissance du laser, on peut varier la fréquence du laser, et ça correspond à faire varier cette partie-là de l'hamiltonien. Donc ça, c'est une méthode standard que tout le monde utilise dans la communauté. Alors, voici un exemple, une matrice de 10 par 10. On commence par les arranger dans la matrice carrée. On a choisi les paramètres de telle sorte que la fréquence de Rabi soit à peu près égale à l'énergie d'interaction. Donc en langage de spin, ça veut dire le champ magnétique transverse à peu près égal à l'énergie d'interaction entre les spins. Et puis on vient varier les paramètres de manière à préparer l'état fondamental du système. Mais si on a choisi correctement l'énergie d'interaction, de telle sorte qu'elle soit de l'ordre de grandeur de oméga ici, à la fin, on obtient une matrice où on a l'impression qu'un atome sur 2 est manquant. En fait, ce n'est pas qu'un atome sur 2 est manquant, c'est plutôt que la détection qui se fait par fluorescence d'un atome dans l'état de Rydberg conduit à du noir parce que l'atome ne fluoresce pas. Donc pour nous, un trou ne veut pas dire qu'il y a un atome qui est parti, ça veut dire qu'il a été placé dans l'état de Rydberg. Donc maintenant, si je veux regarder cette structure ici et que je l'écris en termes de spin, voilà ce que j'ai. J'ai une configuration alternée atome dans l'état de Rydberg, atome fondamental, atome Rydberg, atome fondamental, qui correspond à up-down, up-down, up-down. C'est ce qu'on appelle un état de Néel. C'est un état antiferromagnétique, qui sont des états qu'on observe dans certains alliages. Alors évidemment, ils ne sont pas très utiles pour les applications, parce qu'il n'y a pas de propriétés magnétiques à grande échelle, mais néanmoins, ils existent. Voilà.
Donc ça, c'était la première démonstration qu'on a fait d'une simulation quantique dans un régime où il y a à peu près quelques centaines d'atomes. Ici, il y en avait 100 pour ça, on est poussé jusqu'à 200. Alors vous allez me dire, on n'apprend pas grand-chose du point de vue de la physique, hein, tout ça c'est assez bien connu, ce qu'on est censé obtenir sur l'état fondamental d'Ising. Par contre, ça permettait, quand on a fait cette expérience en 2021, déjà de regarder où en était l'état de l'art des méthodes numériques. Donc je vous ai décrit un processus qui consiste à varier la fréquence et l'intensité des lasers. Donc c'est un processus dynamique, et donc c'est un bon cas d'école pour essayer de tester les méthodes numériques. Donc à l'époque, on était allé voir Andreas Löschli, qui était celui qui avait eu le record de la simulation numérique de 50 spins, et on lui avait dit, essaye de simuler ça. Donc il nous avait fait la simulation, et il faut voir qu'en 2021, l'état de l'art des simulations, c'était 10 par 10. 10 par 10 atomes, c'était ce qu'on savait faire à l'époque. Alors, il nous a calculé ce qu'on était censé obtenir si la machine était parfaite, ça aurait dû être la courbe en pointillé. Alors déjà, il faut que je vous dise ce qu'on a tracé. On trace ici l'aimantation. Alors l'aimantation antiferromagnétique, ce n'est pas tout à fait ça. On compte le nombre de up moins le nombre de down. Ça fait l'équivalent d'une aimantation, si vous voulez. Et on voit comment cette aimantation augmente quand on essaie de préparer l'état fondamental. Donc en fonction du temps pendant lequel on prépare. Donc, on aurait dû obtenir la courbe en pointillé orange, et c'est évidemment pas ça qu'on a eu parce que la manip n'est pas parfaite, et donc on a donné à Andreas toutes les imperfections qu'on avait indépendamment calibrées sur la machine. Il avait plein de jeux d'imperfections, et pour chacun de ces jeux d'imperfections, il a fait tourner son code, et il a eu toutes les petites lignes en grisé dont il a pris la valeur moyenne et qui donnent la courbe noire ici. Voilà, donc vous voyez que les données sont relativement en bon accord avec la théorie, donc on est assez content, ça veut dire qu'on comprend en gros quelles sont les limitations du système. Bon, il faut voir que c'était en 2021, ça fait déjà 4 ans. Le point essentiel, c'est qu'en 2021, chacune des courbes grises, il fallait 14 jours sur un supercomputer pour la calculer. D'accord ? Donc c'était déjà un vrai défi théorique, les calculs de ces courbes. Alors aujourd'hui, on sait faire mieux, on ne sait pas faire infiniment mieux, hein, mais enfin on sait faire 300-400 atomes. Voilà, alors maintenant je vais vous présenter quelque chose dont je suis, j'avoue, très fier, bien que je n'y ai pas participé directement au sens au laboratoire, mais j'ai beaucoup discuté avec les gens de chez Pascal. C'est une collaboration qui a été faite entre Pascal et un laboratoire à Los Alamos, où c'est la première simulation où on va faire une comparaison entre un vrai matériau que vous pouvez tenir dans votre main et le résultat d'un ordinateur, d'un simulateur quantique de Pascal. Donc le matériau, c'est TM-MgGaO4. Donc c'est un matériau ils en ont un petit échantillon, c'est Pascal, le truc fait à peu près 1 millimètre cube. Il a une structure relativement compliquée, mais le point essentiel, c'est que les ions thulium, là-dedans, ils ont une structure triangulaire. Alors les gens, par différentes approches, plus ou moins directes, ont fini par faire un modèle théorique de ce truc-là. Donc il y a une structure triangulaire, et ils sont arrivés à un Hamiltonien, qui est un Hamiltonien où il y a du sigma z, entre proches voisins et entre proches voisins un cran plus loin. Donc J2, et puis il y a ici une partie de champ magnétique transverse et une partie de champ magnétique longitudinal qui est éventuellement imposée par l'extérieur. Voilà, donc ça c'est le modèle théorique qui est censé décrire les propriétés microscopiques du système. Donc c'est évidemment une simplification, vous prenez ça, vous regardez la structure, vous écrivez un Hamiltonien modèle du truc, et c'est un Hamiltonien dont si vous pouvez calculer l'état fondamental, vous espérez pouvoir comprendre les propriétés macroscopiques du système. Cet Hamiltonien, il n'est pas inintéressant du tout parce qu'il est beaucoup plus compliqué que celui que je vous ai montré avant sur le carré, parce qu'il présente une structure triangulaire pour la géométrie et que cette structure, elle conduit à ce qu'on appelle de la frustration. Donc la frustration, c'est si vous avez un ordre antiferromagnétique, c'est-à-dire la volonté d'aligner deux spins qui sont opposés suivant une liaison, vous voyez bien que vous ne savez pas comment positionner le troisième de ces spins, parce que soit vous le mettez down, mais à ce moment-là, vous maximisez ce lien en minimisant celui-là, ou inversement. Et ça conduit en général à des dégénérescences massives, et en particulier de l'intrication également, et des difficultés à faire les simulations numériques. Bien, et bien donc là, ce qu'a fait Pascal, c'est qu'ils ont ils sont en collaboration avec le laboratoire MagLab à Los Alamos, ils ont comparé des mesures macroscopiques faites sur l'échantillon avec des mesures macroscopiques qui émergent du simulateur quantique. Donc essentiellement, les gens à Los Alamos ont pris le bout de truc, là, l'ont mis dans un cryostat et dans un champ magnétique fort, un 14 Tesla, à basse température. Ils ont mesuré l'aimantation en fonction de la température et du champ magnétique, en ont déduit la susceptibilité, et ici, le delta Z qui est dans l'hamiltonien, c'est un delta Z contrôlé depuis l'extérieur par la bobine. Et bon, Pascal, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont réalisé une structure de 256 atomes, à peu près la même géométrie. Il se trouve que vous avez exactement cet Hamiltonien-là.
que vous implémentez sur cette machine, je vais dire plus dans une seconde. En particulier, à cause du 1 sur R6 de l'interaction, vous avez le terme en un voisin plus loin. Et puis, ils ont mesuré l'équivalent. Donc la magnétisation, c'est quoi? Il faut avoir accès à chacun des spins, savoir s'ils sont up ou down. Donc ça permet de construire l'équivalent de la magnétisation macroscopique ici. Le champ magnétique transverse, qui est intrinsèque au matériau, vous pouvez le réaliser avec votre laser, que vous laissez allumer tout le temps. Et le champ magnétique extérieur, eh bien, c'est le désaccord du laser par rapport à la transition. Et donc le point essentiel, c'est qu'en fait, ce que réalise exactement cette machine-là, c'est l'hamiltonien du TMGO, c'est-à-dire du matériau, multiplié par 10-5. Donc essentiellement, ce que vous avez fait, c'est que vous avez réduit toutes les échelles d'énergie et également dilaté toutes les échelles de temps de 5 ordres de grandeur. Donc ça devient accessible, par exemple, pour la dynamique. Alors, je vais juste flasher les résultats, hein, tout ça n'est pas encore publié, ça va bientôt sortir, mais enfin essentiellement, ce matériau a un diagramme des phases à température nulle, où en fonction du champ magnétique longitudinal et transverse, vous avez une phase paramagnétique et ici une phase qu'on appelle un tiers, c'est-à-dire vous avez un tiers des spins qui sont up, les deux autres étant down. Le point essentiel, c'est que là, il y a une sorte de transition de phase, dont la nature est premier ordre, deuxième ordre, enfin ça dépend comment on regarde. Et ce que les gens ont fait à Los Alamos, c'est qu'ils ont mesuré donc la magnétisation en fonction du champ magnétique, et puis ils ont une courbe en fonction du champ magnétique qui ressemble à ça. Donc ça, c'est directement ce qui sort de l'aimant à Los Alamos. Et les gens à Pascal ont fait tourner la machine, et voilà ce qu'ils obtiennent. Donc l'accord est absolument stupéfiant. Enfin, moi, quand j'ai vu ça, j'ai cru que tout le monde avait triché en bribouillant tous les axes, et en fait, non. Donc c'est la première comparaison d'une vraie machine quantique à un vrai matériau que vous avez dans votre laboratoire et que vous pouvez étudier. Donc l'accord est spectaculaire, et ils ont même réalisé une comparaison avec 3 machines, parce qu'ils avaient 3 machines disponibles qui sont sur le cloud, vous pouvez vous y connecter si vous voulez, et ils ont fait tourner la même simulation sur 3 machines, où vous avez essentiellement le même résultat, mais pas tout à fait, parce que les machines ont chacune des paramètres légèrement différents, des erreurs qui peuvent être un peu différentes, mais enfin c'est aussi la première comparaison un peu systématique de 3 machines sur un problème donné. Et puis bon, pour faire assez court, ils ont aussi étudié la dynamique hors équilibre. Alors le problème de la dynamique hors équilibre sur le vrai matériau, c'est qu'évidemment, si vous regardez les échelles d'énergie dans le TMGO, c'est des choses à la picoseconde. Donc on sait évidemment faire des dynamiques pompe-sonde à la picoseconde, enfin c'est quand même assez spécifique. Et là, à cause de cette amplification par le facteur 10-5 ou 10 puissance 5, vous êtes capable de ramener la picoseconde à de la microseconde et donc de suivre l'évolution de la dynamique du système sur ça. Et donc grâce à ça, ils ont réussi, en regardant proche de la transition de phase, à regarder comment se développe cette transition de phase en regardant l'apparition des domaines magnétiques. Et même encore plus intéressant, ils ont réussi à faire le tri entre différentes hypothèses microscopiques sur le matériau. Donc ça, c'est un résultat que je trouve assez spectaculaire, qui est un peu dont on rêvait initialement pouvoir faire avec ces machines. Donc là, c'est le tout début, hein, le matériau il ne sert pas à grand-chose, mais enfin quand même, on arrive maintenant à le faire sur un vrai matériau. Bien. Alors, je voudrais juste terminer, c'est pas tout à fait la fin d'ailleurs, mais continuer sur un autre type de simulation. Là, ça va être plus flashé, je vais rentrer un peu moins dans les détails, mais juste pour vous parler quand même du deuxième type d'interaction qui existe. Donc ici, c'est une interaction qu'on appelle interaction d'échange, et on va complètement oublier ce qui se passe sur les étages bas de l'atome. C'est-à-dire que maintenant, on va travailler non pas entre l'état fondamental et un état de Rydberg, mais on va travailler entre 2 états de Rydberg qui sont proches l'un de l'autre. Donc, c'est-à-dire qu'ici, on va complètement ignorer tout ce qui se passe là. On suppose que les atomes restent assez longtemps là-dedans et on va regarder le type de dynamique qu'on peut avoir. Alors là, l'interaction qu'on a, c'est une interaction qui n'est pas Van der Waals, c'est une interaction qui est aussi d'origine dipolaire, mais qui est directe. C'est-à-dire vous avez la configuration où un atome dans l'état 60P1,5 que j'appellerais up et puis 60S1,5 c'est down, un atome dans l'état up, l'autre dans l'état down, celui-ci se désexcite émettant virtuellement un photon qui est récupéré par le deuxième atome, et donc ça fait une interaction d'échange entre les deux états, entre les deux atomes, échange qu'on peut mesurer au laboratoire. Prenez 2 atomes séparés de 15 micromètres, prenez un dans l'état up, l'autre dans l'état down, et puis vous regardez en fonction du temps quel est l'état de l'atome, et vous observez une oscillation cohérente. Alors évidemment, si tout était parfait, l'amplitude serait 1, il n'y aurait pas d'amortissement. Il y a de l'amortissement, enfin en gros on le comprend et on essaye d'améliorer ça, mais enfin, en tout cas, ça fait un échange cohérent. Donc ça réalise exactement cet Hamiltonien, là, sigma plus, sigma moins, plus sigma moins, sigma plus, que les théoriciens quelquefois préfèrent écrire XX plus YY, mais enfin le point essentiel, c'est que c'est un Hamiltonien en 1 sur R cube. Donc 1 sur R cube, c'est
pour certaines choses, plus intéressante que 1 sur R6, parce que ça veut dire que vous ne pouvez pas ignorer les deuxièmes proches voisins, parce que l'interaction va contribuer. Je vais vous montrer sur un exemple simple qu'en fait ça peut conduire à de la physique riche. Prenons à nouveau un carré. Interaction antiferromagnétique, mais cette fois-ci en 1 sur R cube, pas en 1 sur R6. C'est-à-dire 1 sur R6 serait essentiellement proche voisin, 1 sur R cube, il faut que je regarde les voisins au-delà. Si c'est antiferromagnétique, on a envie de dire qu'on va favoriser un ordre antiferromagnétique suivant chacun des côtés du carré. Mais simplement, ce que ça conduit à obtenir, c'est un ordre ferromagnétique le long de la diagonale. Si vous voulez avoir antiferro sur le côté, il faut que ce soit ferro sur la diagonale. Et ça, évidemment, c'est en opposition avec la nature de l'interaction de créer un ordre antiferromagnétique suivant la diagonale. Simplement, cet ordre, il est 1 sur racine de 2 au cube plus petit, donc il est plus faible. Mais donc, il va avoir tendance à déstabiliser l'ordre antiferro que vous allez avoir là. Donc, ça conduit à ce qu'on appelle de la frustration, pour le coup, à nouveau. Alors, il se trouve que dès que vous êtes sur des réseaux de l'ordre d'une centaine, en fait, la dynamique et même l'état fondamental, dès que vous avez le 1 sur R cube, c'est plus difficile à calculer que easy. Alors, je vous montre 2 exemples. Donc, je n'explique rien du tout, essentiellement. Je vous montre 2 choses qu'on a réussi à faire. La première, c'est que vous prenez un réseau carré et vous essayez de préparer l'état fondamental de cet Hamiltonien dans cette situation-là. Et là, vous allez comparer la situation interaction ferromagnétique, interaction antiferromagnétique. Parce qu'on peut changer le signe du coefficient C3. Et essentiellement, ce qu'on observe, c'est que si on mesure les corrélations, c'est-à-dire vous allez mesurer la probabilité d'avoir un spin up à un endroit donné, corrélée à la probabilité d'en avoir un autre à un autre endroit. D'accord ? Donc ça veut dire que si vous avez que des corrélations ferromagnétiques, vous devez avoir essentiellement un ordre à longue portée, sinon vous avez une alternance de up-down et de up-down. Alors, dans le cas ferromagnétique, ce qu'on a observé, c'est effectivement à longue portée un ordre qui demeure. Et ça, c'est tout à fait étonnant, parce qu'en fait, c'est la première fois qu'on voyait un ordre à longue portée à 2 dimensions. Parce qu'en fait, on est en dehors, pour ceux d'entre vous qui connaissent ça, du théorème de Mermin-Wagner. Les hypothèses ne sont pas validées dans ce truc-là à cause de l'interaction à longue portée. Et puis par contre, quand vous avez une interaction antiferromagnétique, eh bien en fait, vous avez déstabilisation par la frustration et l'ordre n'apparaît pas. Donc, voilà un exemple non trivial de physique que vous pouvez aller explorer. Ça, c'est préparation de l'état fondamental. Autre expérience qu'on a faite, c'était de regarder la situation hors équilibre. Donc là, vous préparez l'état fondamental et puis vous essayez de mesurer les excitations du système. Donc essentiellement, ce sont des spins qui sont couplés entre eux. Donc vous avez peut-être entendu parler du fait qu'on peut créer des ondes de spin sur ces surfaces. Ces ondes de spin ont une relation de dispersion. Elles ont un moment et elles ont une fréquence. Il se trouve qu'on peut mesurer cette chose-là. Et en comparant le cas ferromagnétique et antiferromagnétique, on observe dans un cas une relation qui est celle que vous trouvez dans tous les livres. Dans le cas antiferromagnétique, vous avez une relation de dispersion linéaire de l'énergie en fonction de Q. Au contraire, dans le cas ferromagnétique, vous avez un truc qui n'était pas dans les livres et qui a été réalisé en 2012 uniquement, qui est une relation de dispersion qui varie essentiellement comme racine de K lorsque K tend vers 0. Alors, on pourrait discuter des détails de cette expérience, enfin, c'est juste pour vous montrer qu'on commence à accéder à de la physique qui n'est pas celle que vous trouvez dans les bouquins, ni dans les... Enfin, qu'il faut aller regarder les articles assez récents pour savoir qu'elle existe. Bien, alors j'en ai fini avec l'aspect simulation quantique, donc j'espère que vous avez convaincu qu'on commence à rentrer dans un régime où on peut aller dire des choses intéressantes et puis discuter droit dans les yeux avec les théoriciens qui font les meilleures méthodes numériques en disant vas-y simule-moi ça, lui dit mais bien sûr je peux le faire et ainsi de suite, donc une sorte d'émulation de tout ce domaine qui est aujourd'hui très fructueuse. Alors, ces machines, là Pascal l'a bien dit à la fin de son cours, hein, elles permettent de faire autre chose que juste de la simulation, en particulier elles peuvent aller regarder par exemple des problèmes d'optimisation. Donc là, je vais paraphraser exactement Pascal en prenant 2 cas d'usage qui ont été regardés un cas d'usage qui a été regardé chez Pascal. Le cas qu'on montre toujours, c'est cette grille du réseau électrique. Donc ça, en rouge, ce sont les lignes haute tension 400 000 volts et ainsi de suite, donc du réseau électrique en France. Donc le réseau électrique, un des grands défis qu'ont à gérer les gens de RTE, c'est la stabilité de la grille. On le sait, on a vu ce qui s'était passé en Espagne. D'un seul coup, les gens branchent des panneaux voltaïques et toute la grille s'effondre parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été optimisé et qui n'est pas équilibré à tout instant. Donc c'est vraiment un enjeu fondamental et qui est d'autant plus fondamental qu'avec la libéralisation de l'énergie, c'est-à-dire que tout le monde peut maintenant brancher sa production d'électricité sur la grille, EDF ou RTE ne sait plus exactement qui envoie quoi à quel moment. Donc ça rend la stabilisation de la grille assez complexe. Et donc, une des idées, quand vous voulez optimiser ça, c'est d'écrire des fonctions de coût. Alors, les fonctions de coût, essentiellement, on dit quoi ? On va dire qu'il y a un EI et un EJ,
Et puis si le courant passe du nœud I au nœud J, vous allez faire en sorte, donc c'est NI égale 1, NJ égale 1, avec un coefficient qui dépendra par exemple de la distance ou de ce que vous voulez. Et puis vous ne voulez pas qu'il y ait trop de courant qui passe ici, alors je suppose que c'est au niveau de Limoges, je ne suis pas trop sûr. À ce moment-là, on rajoute un coût en énergie pour qu'il n'y ait pas trop de courant et puis que ça redirige le courant. Et donc essentiellement, la minimisation de cette fonction de coût correspond à trouver la route qu'emprunte le courant dans la grille. Alors bon, tout ça évidemment c'est un peu simplifié, hein, parce que les gens d'EDF font des trucs plus subtils que ce que je vous raconte, mais vous voyez que cet Hamiltonien-là, essentiellement, c'est un Hamiltonien d'Ising. Donc trouver l'énergie fondamentale de cet Hamiltonien revient à résoudre le problème dans un sens de la stabilité de la grille électrique. Alors, il y a énormément de détails, je ne suis pas en train de vous dire que demain EDF va faire ça avec ces méthodes-là, parce qu'il y a déjà un problème évident, c'est qu'en fait le GIJ ici, chez nous, il est imposé par les interactions, et sur la grille, ben, vous faites ce que vous voulez, il faut que je puisse relier Limoges à Lyon ou Limoges à Grenoble avec la même amplitude, par exemple. Bon. Donc tout ça, il y a ce qu'on appelle du graph embedding, enfin bon, c'est tout un boulot que les gens commencent à regarder sérieusement. Le point intéressant tout de même, c'est que par rapport aux meilleures heuristiques que les gens savent traiter, qui sont des algorithmes donc approchés qui vous donnent ces solutions, dès lors que les machines à atomes savent manipuler plus que quelques milliers, alors pas tout à fait là, mais enfin on y arrive, et surtout qu'elles sont beaucoup plus rapides, donc ça c'est à nouveau le problème que mentionnait Pascal, hein, toutes ces machines sont lentes, si on arrive à les faire fonctionner essentiellement 1000 fois plus rapidement, on peut commencer à faire des choses qui sont compétitives par rapport aux meilleurs algorithmes heuristiques qu'utilise EDF par exemple. Voilà, alors le deuxième type d'application, c'est aussi une application toujours de métrologie. C'est-à-dire qu'essentiellement, bon, vous savez que la seconde est définie par la transition hyperfine du césium, donc avec un nombre d'oscillations donné par plus de 9,2 milliards d'oscillations en une seconde. Et si vous posez la question de la précision d'une horloge, vous savez que sa précision ultime, c'est 1 sur la racine du nombre d'atomes que vous utilisez dans l'horloge atomique. Il se trouve que si vous savez réaliser des états qui présentent de l'intrication, c'est-à-dire que ces atomes ne sont pas indépendants comme c'est le cas ici, vous êtes capable de battre cette limite et ultimement, vous devriez pouvoir arriver à 1 sur n. Donc gagner potentiellement un facteur racine de n sur la précision des horloges. Alors, bon, sans vous dire qu'on y est encore tout à fait, on a fait des tentatives au laboratoire en utilisant les interactions pour générer ce qu'on appelle des états comprimés de spin qui permettent précisément d'augmenter un peu le gain métrologique. Et puis donc la dernière application, évidemment, c'est tout l'objet du cours, enfin une bonne partie de l'objet du cours de Pascal, c'était de discuter la course vers l'ordinateur quantique. Donc bon, évidemment, on n'y est pas encore tout à fait. Hein. Cette promesse de changer un problème exponentiellement difficile en un problème polynomialement difficile. Mais aujourd'hui, quand même, sans dire qu'on voit la lumière au bout du tunnel, parce que je ne sais pas où il est, le bout du tunnel, en tout cas, les progrès sont spectaculaires et ils ont été vraiment très spectaculaires sur les 2-3 dernières années. En ce qui concerne les atomes neutres, alors il ne faut jamais oublier que tout ça, ça marche toujours par palier. Hein. Donc il peut y avoir des temps très très longs pendant lesquels il ne se passe rien, il y a un palier, et puis on n'est pas à l'abri non plus que ça replafonne pendant quelques années. Mais enfin, essentiellement, c'est d'utiliser cette architecture de ce qu'on appelle le zoning. Donc il y a différentes zones, une zone où vous stockez les qubits, une zone où vous prenez les qubits de stocker, là, et puis vous venez les amener, vous faites de l'intrication, et puis après vous les ramenez dans le cube de stockage. Et donc avec ça, aujourd'hui, l'état de l'art des portes que les gens savent réaliser. Donc ça, ce sont des chiffres de chez Pascal, par exemple. Donc ils savent faire des portes à 1 qubit avec des fidélités qui sont très bonnes, et des portes à 2 qubits qui sont aussi des portes très compétitives, maintenant quasiment à l'état de l'art de ce qu'on sait faire. Et ça, c'est ce qu'a présenté Pascal tout à l'heure. Il y a les premières preuves de démonstration de circuits logiques. Alors, logical encoding, c'est-à-dire on utilise les qubits logiques au sens de la correction d'erreurs. Hein. Donc ce n'est pas juste des qubits physiques, c'est un qubit logique contient plusieurs qubits physiques pour faire jusqu'à présent de la détection d'erreurs, et c'est le tout début de l'apparition des codes correcteurs d'erreurs. Et là, je vous montre juste dans cette mouvance-là de logique, d'utilisation des qubits logiques, un exemple de circuit que Pascal réalise là en ce moment. Donc vous voyez qu'on voit quand même une centaine de portes qui sont appliquées sur 6 atomes et qui réalisent une structure dans une certaine mesure tolérante aux fautes. Donc ça vous dit quand même ce qu'on sait faire maintenant. On sait donc faire quand même quelques centaines, voire quelques milliers pour les gens qui sont les plus avancés, de portes logiques et avoir un résultat à la fin qui n'est pas juste du bruit. Donc ça c'est un point qui est quand même qu'on n'aurait pas fait ça il y a ne serait-ce que 3 ans. Voilà, alors évidemment, tout ça, il faut quand même que je dise quel est le but. Si on veut faire quelque chose on pense utile aujourd'hui, mais encore une fois, l'utile va être redéfini par les gens qui utilisent les machines. Si vous essayez de faire la factorisation de, par exemple, RSA 2048 en utilisant l'algorithme de Shor, il faut quand même avoir 10 puissance 12 portes et utiliser quelques dizaines de millions de qubits physiques
Donc c'est quand même un défi, on n'est pas comme tout à fait là. Et puis si vous voulez faire la moindre application en chimie quantique, qui est en fait ce que les gens pensent la première application utile de ces machines, bah c'est pareil, c'est quelques centaines, quelques milliers de qubits logiques, par conséquent quelques millions de qubits physiques, et de l'ordre de aussi 10 puissance 14 portes. Donc tout ça, c'est un vrai défi, mais enfin, justement assez excitant. Le nombre de portes décroît d'année en année, donc les gens travaillent sur l'algorithmique, les gens améliorent les plateformes, les gens comprennent mieux les problèmes à regarder, donc tout ça, c'est une émulation saine et qui, j'espère, va continuer. Alors évidemment, de toute façon, même si tout ça foire et qu'à la fin on n'y arrive pas, on aura quand même fait des progrès considérables, parce que ce sera la première fois qu'on arrive à contrôler des systèmes quantiques aussi bien, avec des niveaux d'erreur et donc un contrôle sur la décohérence aussi extraordinaire. Et ce qu'on arrive à faire aujourd'hui, il y a ne serait-ce que 10 ans, plein de gens vous disaient c'est pas possible. Donc jusque-là, c'est quand même une bonne leçon de voir que les progrès avancent malgré tous les gens qui disent que ça ne marchera pas. Et peut-être que ça ne marchera pas, j'en sais rien, mais enfin en tout cas, ça avance. Et avec ça, merci pour votre attention.